maar die samen voor hetzelfde doel gaan. Goedemorgen. Welkom op deze nieuwe persconferentie op maandag 30 november. En ik geef onmiddellijk het woord aan Steven van Hoecht, die een stand van zaken zal geven over de pandemie in ons land. Goedemorgen iedereen, bonjour tout le monde. Het aantal besmettingen, de ziekenhuisopnames en de overlijdens blijven in het algemeen nog steeds dalen. Er is echter wel een aandachtspunt, want in Vlaanderen lijken de ziekenhuisopnames de laatste dagen wat te stabiliseren. We hebben hier voorlopig nog niet meteen een verklaring voor. Dit wordt opgevolgd. De afgelopen week werden er gemiddeld 2390 nieuwe gevallen per dag vastgesteld. En dat is een daling van 37% op weekbasis, of een halvering van het aantal besmettingen om de 11 dagen. De besmettingen blijven daarmee onverminderd verder dalen en dat is nog steeds goed nieuws. De daling van de cijfers doet zich voor bij alle leeftijdsgroepen, maar is wel minder uitgesproken bij kinderen en tieners. Het aantal besmettingen neemt weliswaar nog steeds af bij deze leeftijdscategorieën, maar we zien wel een voorzichtige stijging van het percentage positieve testen bij kinderen en tieners. Ook hier is dat iets dat we verder gaan opvolgen in de komende dagen. De globale leeftijdsverdeling van de nieuwe besmettingen blijft relatief constant. Ruim de helft van alle besmettingen doen zich voor bij de 20 tot 60-jarigen. En nog eens 15% van alle besmettingen doen zich voor bij 80-plussers. Kinderen en tieners zijn verantwoordelijk voor zo'n 10% van alle besmettingen. Het hoogste aantal besmettingen zien we nog steeds in Henegouwen, met 348 nieuw vastgestelde besmettingen per dag. De verschillen met Vlaanderen worden echter kleiner. Henegouwen wordt op de voet gevolgd door Antwerpen en Oost-Vlaanderen, waar gemiddeld 342 nieuwe gevallen per dag werden opgetekend. De nieuwe ziekenhuisopnames gaan ook verder in dalende lijn, en dit in alle provincies. Gemiddeld werden er de afgelopen week 229 nieuwe patiënten opgenomen met COVID in de Belgische ziekenhuizen. Dat is een verdere daling van 25% op weekbasis. Als deze trend zich voortzet, zullen we tegen eind december onder de 75 nieuwe opnames per dag kunnen uitkomen. De daling van de ziekenhuisopnames is weliswaar minder uitgesproken in Vlaanderen. In Vlaanderen daalden ze met 15% op weekbasis, terwijl ze in Brussel daalden met 26% en in Wallonië zelfs met 36%. En zoals eerder gezegd zien we de voorbije dagen zelfs een stabilisering van het aantal nieuwe ziekenhuisopnames in Vlaanderen. Er liggen nu 3.989 patiënten met COVID in het ziekenhuis, waarvan 906 op intensieve zorgen. De overlijdens gaan ook verder in dalende lijn. Gemiddeld vielen er de afgelopen week elke dag 133 overlijdens per dag te betreuren. En dit cijfer ligt 24% lager dan de week ervoor. Vervolgens zouden we nog een beetje uitleg willen geven over het verschil tussen sneltesten, zelftesten en ook de testen die op het internet kunnen besteld worden. Ik zal beginnen met het begrip sneltest. Een sneltest is een test die buiten een labo kan worden uitgevoerd en die binnen de 15 tot 20 minuten een resultaat geeft. Het staal kan dus onmiddellijk ter plekke onderzocht worden. Dit kan op een spoedafdeling zijn in het ziekenhuis. Dit kan in de toekomst misschien ook bij de huisarts zijn
of in het testcentrum zelf. Uw staal moet dus niet meer naar een labo doorverwezen worden. Er zijn in principe 2 soorten van deze sneltesten. Er zijn de sneltesten die antistoffen opsporen en sneltesten die de zogenaamde antigenen opsporen. Antistoffen zijn stoffen die aangemaakt worden door uw lichaam, door uw afweersysteem, om het virus te bestrijden. Wanneer u antistoffen heeft, wil dat dus zeggen dat uw afweersysteem gereageerd heeft op een vroegere infectie met het virus. Die infectie kan 2 weken geleden geweest zijn, maar ook vele maanden geleden geweest zijn. Wanneer u pas besmet bent met het virus, of wanneer de symptomen nog maar enkele dagen bezig zijn, dan is de kans groot dat zo'n antistoffentest negatief is. Die antistoffen worden immers pas ten vroegste na een 7-tal dagen na het begin van de symptomen opgebouwd. Een antistoffentest heeft dus weinig zin om een besmetting aan te tonen wanneer de symptomen nog maar pas of enkele dagen oud zijn. Een positieve antistof betekent dus dat u het virus vroeger heeft opgelopen. Een negatieve antistof heeft op zich weinig waarde. U kan een negatieve antistoffentest hebben en toch besmet zijn en besmettelijk zijn voor uw omgeving. Nu de antigentest. Antigen is een fragment van het virus zelf. Zo'n snelle antigentest die toont dus het virus zelf aan. Een positieve antigentest betekent dus dat u het virus draagt, dat u besmet bent en bovendien dat u ook nog eens heel besmettelijk bent voor uw naasten. Bij een positieve antigentest moet u onmiddellijk in isolatie gaan. Zo'n antigentest zal wel enkel maar positief zijn wanneer er veel virus in uw staal zit. Een beetje virus wordt niet teruggevonden. Die antigentesten zijn wat minder gevoelig dan de klassieke PCR-test. Er is vrij veel virus nodig om zo'n test positief te doen uitslaan. Wat betekent dat? Wel, wanneer u het virus pas heeft opgelopen, dan moet dit virus eerst nog beginnen vermeerderen in uw lichaam. Er zit nog niet veel virus in uw neus. U voelt zich nog steeds niet ziek. Op dit moment zal die antigentest negatief blijven, ondanks dat u besmet bent en ondanks dat het virus reeds aan het vermeerderen is in uw lichaam. Na enkele dagen, en dat kan variëren van 2 tot 14 dagen, neemt de hoeveelheid virus sterk toe en ontwikkelt u uiteindelijk ook symptomen. Op dit ogenblik wordt de antigentest positief. Tijdens de eerste 5 dagen na het begin van de symptomen blijft er heel veel virus aanwezig in uw lichaam en zal de antigentest positief blijven testen. Het is dus wel perfect mogelijk, opnieuw, dat u een negatieve antigentest hebt en dat u de daaropvolgende dagen toch besmettelijk wordt en toch ziek wordt. Dat kan niet uitgesloten worden. Een negatieve antigentest is dus nooit een vrijgeleide om niet in quarantaine te gaan of om de afstandsregels niet te volgen. De antigentest zegt u enkel maar of u op de dag zelf dat deze test afgenomen wordt al dan niet besmettelijk bent. Antigentesten kunnen in de toekomst misschien ook wel bijkomende waarde hebben wanneer ze op zeer regelmatige basis worden afgenomen bij alle individuen van een groep. Op die manier kan men snel mensen detecteren en isoleren wanneer ze pas besmettelijk worden. Er lopen momenteel studies om na te gaan in hoeverre dit in de toekomst eventueel toepasbaar kan zijn. De PCR-test blijft nog altijd de gouden standaard. Die is een stuk gevoeliger en die kan makkelijk tot 1000 keer minder virus aantonen dan een antigentest. Het is met andere woorden perfect mogelijk dat een PCR-test positief is, terwijl de antigentest negatief is. Dat is mogelijk in het begin van de infectie, wanneer het virus nog aan het opkomen is.
En dat is ook mogelijk op het einde van de infectie, wanneer het virus aan zijn retour bezig is en uit het lichaam aan het verdwijnen is. En hoe zit het dan met die zelftesten? Wel, een zelftest is een test die wordt uitgevoerd door de patiënt zelf. Vaak, bijna altijd, gaat dat om een sneltest. Het bekendste voorbeeld van een zelftest is een zwangerschapstest. Bij een zelftest wordt het staal door de gebruiker bij zichzelf afgenomen. De interpretatie van de test gebeurt ook door de gebruiker zelf en niet door een getrainde gezondheidswerker. Het is dus heel belangrijk dat de instructies van zo'n zelftest zeer nauwkeurig worden opgevolgd. En het resultaat van die test moet ook op een heel specifiek moment worden afgelezen. Wanneer het resultaat te vroeg of wat te laat wordt afgelezen, leidt die tot een fout resultaat en een foute interpretatie. Zelftesten zijn minder betrouwbaar. Ze zijn niet zo nauwkeurig als labotesten. Ze kunnen ook een vals gevoel van veiligheid geven en daardoor de verspreiding van het virus in de hand werken. Daarnaast is er ook een kans dat de gebruiker zich onnodig ongerust gaat maken wanneer zo'n test vals positieve resultaten geeft. Het is belangrijk om te vermelden dat er momenteel in Europa geen legale zelftesten beschikbaar zijn voor het detecteren van het virus zelf. De voornaamste reden hiervoor is dat men het virus momenteel nog altijd het best kan opsporen wanneer iemand anders, een getrainde gezondheidswerker, het staal bij u afneemt met een diepe neusswab of een diepe keelswab. Wanneer het staal niet goed wordt afgenomen, wanneer je dat bijvoorbeeld bij uzelf doet, dan is de kans groot dat het resultaat vals negatief zal zijn. Men zoekt momenteel wel heel hard naar andere oplossingen, door bijvoorbeeld te werken met speekselstalen, maar voorlopig is dat nog niet beschikbaar en is dat nog onvoldoende bewezen dat dit even gevoelig of voldoende gevoelig is om zelf testen te gaan uitvoeren. Er is wel één zelftest, conform en beschikbaar in Europa op het internet, en dat gaat om een antistoffentest. Deze test spoort antistoffen op in het bloed, maar zegt dus niets over de aanwezigheid van het virus zelf. Zoals eerder gezegd, heeft deze test weinig waarde voor het vaststellen van een recente besmetting. Het heeft dus weinig zin om deze test thuis zelf uit te voeren. Een conforme sneltest die door een leek mag worden uitgevoerd, is voorzien van een CE-markering. Die bestaat uit de letters CE, aangevuld met een code van 4 cijfers. Staat er wel een CE-markering op, maar geen 4 cijfers, dan is dat een test die door een gezondheidswerker, dus een getrainde gezondheidswerker, moet afgenomen worden. Het is moeilijk om in te schatten wanneer andere conforme zelftests beschikbaar zullen zijn. Let echter wel zeer goed op, want op het internet circuleren vele namaaktesten, testen waarvan de betrouwbaarheid niet is bewezen en testen die niet bedoeld zijn om te worden gebruikt zonder tussenkomst van een professionele gezondheidswerker. Het is verleidelijk om zo'n testen aan te kopen om te zien of u al dan niet besmettelijk bent. Maar wanneer deze testen toegepast worden zonder duidelijke indicatie, dus zonder dat u symptomen heeft, of zonder een recent risicocontact, of met een onjuist afgenomen staal, dan is de voorspellende waarde van zo'n test laag. In België, maar ook in andere Europese landen, moedigen we daarom het gebruik van deze zelftesten niet aan. Koop nu dus geen zelftest op het internet om te bepalen of u besmet bent of besmettelijk bent. Wil u zich toch laten testen, overleg dan in eerste instantie met uw huisarts. Dank u voor uw aandacht. Goedendag iedereen, bonjour à toutes, bonjour à tous. Globalement, nous sommes dans la continuation des quelques semaines qui précèdent, c'est-à-dire que
Le nombre de contaminations, d'hospitalisations et de décès continue heureusement à diminuer. Un point à signaler, c'est le fait qu'en Flandre, les hospitalisations semblent un peu se stabiliser sans que nous n'ayons clairement d'explication actuellement sur ce point. Concernant les contaminations, comme vous le voyez sur la diapositive, nous avons eu une moyenne de 2390 nouveaux cas par jour sur les 7 derniers jours. Il s'agit d'une diminution toujours conséquente de 37%, ce qui nous fait réduire de moitié ce nombre de contaminations actuellement tous les 11 jours. Cette baisse se produit dans toutes les tranches d'âge. Elle est un peu moins prononcée chez les enfants et chez les adolescents. Et dans ce groupe d'âge, il y a une petite augmentation du pourcentage de tests positifs. C'est clairement un point qu'il faut suivre, mais dont il est trop tôt pour tirer toute conclusion. Pour les autres tranches d'âge, les répartitions restent classiques. On a une majorité, plus de la moitié des infections qui sont entre 20 et 60 ans. 15% des infections ont plus de 80 ans et 10% sont sur la tranche d'âge des enfants et des adolescents. Au niveau du nombre de contaminations, je vous répète à peu près chaque fois la même chose, c'est toujours le Hainaut qui est en nombre de cas absolus en première place, mais ceci est beaucoup moins important bien sûr qu'il y a quelque temps, puisqu'il y a eu 348 nouveaux cas par jour en moyenne. La différence entre les provinces wallonnes et les provinces flamandes tend à s'atténuer, puisque le Hainaut est suivi de très près par la province d'Anvers et la Flandre orientale, avec 342 nouveaux cas par jour. Au niveau des hospitalisations, diminution dans toutes les provinces, avec en moyenne 229 nouvelles admissions par jour, soit une diminution toujours d'un quart de 25%. Si cette tendance se poursuit, nous devrions atteindre environ 75 nouvelles admissions par jour d'ici aux fêtes de Noël et de Nouvel An. Cette baisse dont on vient de vous parler est moins prononcée en Flandre. Effectivement, les hospitalisations y ont diminué seulement, si on peut dire, de 15%, alors que sur cette base hebdomadaire, elles ont diminué de 26% à Bruxelles et de 36% en Wallonie. Ces derniers jours, il y a même une certaine stabilisation dans le nombre de patients admis dans les hôpitaux de la partie flamande du pays, sans que l'explication ne soit très claire, puisqu'il ne peut pas s'agir logiquement de transfert de la partie wallonne vers la partie flamande. Ceci nous fait aboutir actuellement à un total de 3 989 patients atteints de Covid dans nos hôpitaux, dont 906 patients qui sont en soins intensifs. Au niveau des décès, nous déplorons en moyenne 133 décès par jour. C'est une moyenne qui continue à diminuer et de l'ordre de 24% par rapport à la semaine précédente. Alors le thème du jour sera un thème concernant les tests rapides, les autotests et aussi un peu ce qui est disponible sur Internet. Conceptuellement, qu'est-ce qu'un test rapide? Un test rapide est un test qui est effectué en dehors du laboratoire. C'est un test dont on aura le résultat en peu de temps, 15, 20, 30 minutes, et dont l'échantillon va être analysé sur place, par exemple au niveau du centre de prélèvement ou chez votre médecin généraliste. Il existe deux types de tests rapides. Un qui va détecter les anticorps et qui se passera donc sur du sang, et un autre qui détecte les antigènes, et donc sur un prélèvement au niveau respiratoire. Alors, rappelons un petit peu des choses de l'immunité. Les anticorps, c'est quoi? C'est ce que produit notre système immunitaire lorsque nous sommes en contact avec un microbe, et en l'occurrence ici, avec le Covid. Si vous avez des anticorps dans votre sang, cela signifie qu'un jour, et ce un jour, c'est 7 à 14 jours au plus tôt, et éventuellement des mois avant, vous avez été en contact avec le virus et que votre corps a réagi en produisant ces anticorps. Si vous venez juste d'attraper le virus, si vous n'avez aucun symptôme encore, il y a très peu de chances que vous ayez développé les anticorps. Vous êtes probablement dans les premiers jours de l'infection et votre système immunitaire n'a pas encore eu le temps de réagir.
Un test de détection que vous feriez à ce moment-là serait évidemment négatif. Ce test d'anticorps n'a donc pas beaucoup de sens, pour ne pas dire pas de sens du tout, concernant une infection présente, concernant un doute, une crainte quant au fait d'être porteur de manière active du virus à ce moment-là. Un test d'anticorps qui est positif signifie simplement que vous avez rencontré un jour le virus en question, et ce un jour, comme on l'a dit, c'est des semaines ou des mois avant. Un test d'anticorps négatif ne veut donc rien dire par rapport au fait que vous soyez porteur ou pas maintenant du virus et que vous puissiez potentiellement le transmettre à quelqu'un d'autre. Vous pouvez parfaitement être contaminé et ne pas encore avoir réagi au niveau immunitaire. Si on passe maintenant au test antigénique, le test antigénique, lui, va démontrer qu'il y a du virus, ou en tout cas des morceaux de virus qui sont présents. C'est quoi cet antigène? Eh bien, c'est un fragment de la paroi du virus, effectivement, que l'on va détecter. Un test antigénique positif signifie donc qu'il y a du virus qui est présent, et par définition, s'il est effectué à un moment où, par exemple, vous vous sentez malade, vous êtes extrêmement contagieux à ce moment-là. Vous devrez vous mettre en isolement directement par risque de transmission du virus. Cependant, ce qu'il faut savoir, c'est que ces tests antigéniques ne sont positifs que s'il y a beaucoup de virus et pas s'il y a un peu de virus. Un peu de virus peut parfaitement échapper au test qui sera alors répondu négatif alors que vous êtes, à vrai dire, déjà porteur du microbe. Au début de la maladie, par exemple, vous venez d'attraper le virus il y a 2 jours, 3 jours, vous n'avez pas encore de symptômes, vous avez déjà du virus, on sait que vous pouvez le transmettre éventuellement, mais le test risque d'être négatif parce qu'il n'y a pas encore assez de microbes sur place pour que le test soit capable de le détecter. Comme on dit, il a une trop faible sensibilité. C'est embêtant parce qu'effectivement, ça vous donne un faux sentiment de sécurité. Vous avez l'impression de ne pas avoir de microbe puisque le test est négatif, alors que le microbe est déjà présent et qu'il est en train de se multiplier. En train de se multiplier, ce qui fera que dans les jours qui suivent, vous serez encore plus contagieux et donc vous risquez vraiment, en toute bonne foi, croyant que vous êtes négatif, transmettre la maladie. C'est seulement lorsque la quantité de virus est suffisante, et ça c'est tout spécialement dans les premiers jours des symptômes par exemple, on est malade, on a de la fièvre, on a perdu l'odorat, on tousse un petit peu, que l'on va avoir tellement de virus que le test va être capable de le détecter sans problème. Typiquement, ce sont les 5 premiers jours après le début des symptômes qui sont le moment où la quantité du virus est à ce point importante que le test va être positif. Et c'est d'ailleurs dans ce contexte-là qu'il est employé, par exemple, au niveau des urgences des hôpitaux ou éventuellement chez des médecins généralistes. Test négatif, donc, c'est une fausse réassurance puisque vous pourriez être porteur et être contagieux, et encore plus contagieux dans les jours qui suivent. Un test antigénique ne veut donc dire quelque chose que par rapport au moment même, si vous êtes contagieux ou pas le jour même. Un test positif, vous êtes contagieux. Un test négatif, ce jour-là, vous êtes peu contagieux, mais vous risquez de le devenir plus par la suite. Et donc c'est extrêmement important à comprendre. Ces tests, en dehors de l'emploi individuel, peuvent avoir potentiellement un intérêt dans la surveillance de groupe. Dans la séance de groupes qui sont, par exemple, exposés à des personnes fragiles et tester ainsi rapidement, fréquemment des personnes pour détecter si elles sont en train de devenir positives et donc hautement contaminantes peut avoir une signification. Ce sont des études qui sont actuellement en cours dans certaines collectivités pour voir si effectivement ceci apporte une plus grande rapidité et donc l'avantage de pouvoir isoler plus rapidement des personnes qui sont contaminantes. À côté de ces tests antigéniques restent les bons vieux tests, on a envie de dire bons vieux puisqu'on les connaît tous depuis le mois de mars maintenant, les tests PCR. Et ces tests PCR sont, eux, plus complexes, c'est vrai, mais beaucoup plus sensibles. Tellement plus sensibles que c'est plusieurs centaines de fois à 1000 fois
plus sensibles que certains tests antigéniques. Et donc, ils vont être capables de détecter du virus en toute petite quantité, lorsque vous venez seulement d'être infecté, que le microbe n'a pas encore eu le temps de se multiplier dans vos voies respiratoires, par exemple. Il va aussi en détecter, je dirais malheureusement, au moment où il reste plus beaucoup de virus, que vous n'êtes plus contaminant et que c'est seulement des déchets viraux qui sont encore présents. Un test antigénique peut rester positif parfois pendant des semaines, si pas parfois pendant 1 à 2 mois. Enfin, il y a le domaine des autotests. L'autotest qu'on connaît tous le plus, c'est le test de grossesse. Par définition, comme on le sait, pour un test de grossesse, c'est un test qui est effectué par le patient lui-même et presque par définition, il s'agit d'un test rapide. On a l'occasion de savoir en quelques minutes si oui ou non ce test est positif ou négatif. C'est donc la personne elle-même qui va prélever l'échantillon, c'est elle-même qui va effectuer la manœuvre technique, habitude assez simple, mais surtout la personne aussi qui va devoir l'interpréter. Un professionnel de santé n'intervient pas dans ce contexte-là. Si on a un autotest, il faudra donc parfaitement bien suivre les indications qui sont données. C'est-à-dire exactement faire ce qui est demandé au moment où c'est demandé par rapport au test. Si on fait cette manœuvre ou cette lecture, par exemple, trop tôt ou trop tard, le test peut être mal interprété et donner un résultat totalement contraire à la réalité. Il faut savoir aussi que par rapport à des tests de laboratoire, ces tests qui sont aménagés pour être pratiques sont globalement moins fiables et moins précis, moins sensibles qu'un test de laboratoire. Ces autotests peuvent donc donner un faux sentiment de sécurité et potentiellement augmenter la transmission du virus. Au contraire, si le test donne un résultat faussement positif, il peut vous inquiéter alors que vous n'êtes pas porteur réellement du virus. Actuellement, c'est assez simple, il n'y a pas d'autotest légal disponible en Europe pour détecter le virus du Covid. Il est fort possible, bien sûr, que dans le futur, ce genre de tests apparaissent. La principale raison est qu'il est actuellement préférable, pour avoir un bon échantillon, de prélever au niveau profond, au niveau de l'arrière du nez ou au niveau du pharynx, toutes choses qui sont très difficiles, pour ne pas dire dangereuses parfois, à faire par soi-même. Et donc, c'est un professionnel de santé qui va le faire avec cette fameuse tigette dont vous avez déjà vu à la télévision de nombreuses représentations. Si on ne prélève pas suffisamment profondément et suffisamment bien, on risque d'avoir des tests qui sont faussement négatifs. Actuellement, on recherche d'autres solutions. Des solutions, par exemple, comme des échantillons de salive qui sont déjà en train d'être appliqués pour la PCR, mais qui ne sont absolument pas validés actuellement pour ces tests antigéniques qui justement sont moins sensibles et donc vont avoir plus difficile à repérer des petites quantités de virus. Actuellement, il existe en Europe un seul autotest qui est officiel et qui est conforme. Et il s'agit d'un test qui recherche les anticorps sur une goutte de sang. On l'a mentionné, ce test n'est pas très utile puisque finalement il ne dit pas si vous êtes contagieux et à risque pour les autres, il ne dit pas si vous devez vous mettre en isolement. Et donc il n'a pas beaucoup de sens de le faire soi-même à la maison. Pour information, pour le futur, sachez que les tests rapides conformes doivent avoir un marquage européen. Ce marquage européen, c'est le fameux CE en majuscule, suivi d'un code à 4 chiffres. Si vous avez un jour devant vous un test qui porte le marquage CE et qui n'a pas ces chiffres derrière, il s'agit d'un test qui est normalement réservé à un professionnel de santé et donc qui n'a pas été dessiné, prévu pour être lu par quelqu'un qui n'a pas l'habitude de le manipuler. Nous ne savons pas actuellement quand et si éventuellement des tests seront mis sur le marché dans un futur proche qui soient des autotests qui soient effectivement conformes et reconnus. Sachez aussi que, comme très souvent et malheureusement sur Internet, circule un peu de tout. Un peu de tout, ça veut dire d'une part des tests contrefaits,
Ça veut dire aussi des tests dont la fiabilité n'a pas du tout été évaluée, et seulement par le producteur du test, mais pas par des officiers, des structures de contrôle officielles. Et aussi des tests qui sont simplement destinés à des professionnels de santé et que vous ne pourriez pas manipuler de manière adéquate avec une lecture fiable. En conclusion, avec les fêtes qui approchent, avec la tentation parfois de se dire je vais voir si je suis positif et je vais faire un test, faites attention. Il est tentant parfois pour certaines personnes d'acheter de tels tests pour savoir où on en est. Mais lorsqu'ils sont employés sans bien comprendre l'indication qu'ils ont, l'information réelle qu'ils peuvent vous apporter, quand ils sont employés sans savoir exactement comment il faut prélever les choses, leur valeur prédictive est faible, pour ne pas dire nulle. En Belgique, comme dans beaucoup de pays européens, nous avons actuellement tablé sur le fait que ces tests ne sont pas encouragés. Nous vous recommandons, si vous avez des doutes sur l'état en question, si vous pensez qu'éventuellement vous êtes contaminé parce que vous avez des symptômes ou parce qu'un ami vous a dit qu'il est positif et qu'il vous en informe en vous téléphonant, contactez votre médecin traitant et effectuez un test qui soit réellement fiable et qui permettra, si nécessaire, de briser ces fameuses chaînes de transmission. Merci. Goedemorgen. De beslissingen die vrijdag zijn genomen door het overlegcomité zijn omgezet in een ministerieel besluit en gisteren gepubliceerd in het Belgische Staatsblad. En deze maatregelen treden in werking vanaf morgen 1 december. De voornaamste wijziging, dat weten jullie ongetwijfeld, is het feit dat niet-essentiële winkels vanaf morgen opnieuw de deuren mogen openen. Het komt er nu op aan om dit in alle veiligheid te laten verlopen. En dit is een collectieve verantwoordelijkheid. Iedereen kan en moet zijn rol hierin opnemen. De handelaars en de lokale overheden zijn volop bezig om te bekijken en de nodige maatregelen te nemen om dit in veiligheid te laten verlopen. Vanaf morgen is het aan elke individuele shopper om zijn of haar verantwoordelijkheid op te nemen. We sommen kort nog een aantal maatregelen op die iedereen moet respecteren als hij of zij gaat shoppen. Zorg ervoor dat je steeds de veiligheidsafstand van 1,5 meter kan bewaren en dit zowel in de winkel als buiten de winkel. Als het te druk is, kom dan later terug of doe je aankopen online. Elke klant mag maximaal 30 minuten aanwezig zijn in de winkel. Indien de handelaar op afspraak werkt, geldt deze tijdsbeperking echt niet. Draag steeds correct een mond-neusmasker en denk ook aan een goede handhygiëne. Winkelen gebeurt individueel. Hierop is een uitzondering voorzien voor de minderjarigen van het eigen huishouden of de personen die nood hebben aan begeleiding, die kunnen worden begeleid door 1 volwassene. Lokale overheden en handelaars zullen ook de nodige maatregelen nemen om aan crowd control te doen. Denk bijvoorbeeld aan looprichtingen in winkelstraat of ook in winkels. Respecteer deze maatregelen. Ze zijn er voor de veiligheid van iedereen. Zoals we allemaal weten is december traditioneel een drukke maand in de winkelstraten. Tolvolle winkelstraten moeten we nu echter absoluut vermijden. Ondanks het feit dat de winkels open zijn vanaf morgen, is online shoppen dan ook nog steeds een veilig en goed alternatief dat zeker moet overwogen worden. Wacht ook niet tot het allerlaatste moment om uw inkoop te doen en tracht uw aankoop te doen op rustige momenten als dit mogelijk is. We begrijpen dat iedereen nood heeft om naar buiten te gaan en iets wil beleven. De afgelopen maanden, weken waren immers niet de meest boeiende. Maar we kunnen het ons nog niet permitteren om met z'n allen samen te troepen in winkelstraten of op pleinen. Samenscholingen, zoals we dit weekend zagen in een aantal steden, maar ook de zogenaamde lockdownfeestjes, zoals er jammer genoeg dit weekend weer waren, kunnen onze inspanningen van de afgelopen weken teniet doen. We roepen iedereen dan ook op om haar verantwoordelijkheid op te nemen. Dit is de enige manier om het virus zo snel mogelijk onder controle te krijgen. Als we 2021 echt hoopvol willen starten, mogen we het virus geen kans geven om terug te slaan. Dit gaat ons lukken. We zijn op de goede weg, maar we mogen vooral ons geduld nu niet verliezen. Dank u wel. Bonjour à toutes et tous.
Les décisions prises et communiquées vendredi par les membres du comité de concertation ont été traduites en un texte réglementaire et cet arrêté ministériel a été publié hier matin au Moniteur belge. Les dispositions entreront en vigueur à partir de demain, le 1er décembre. Le principal impact à court terme est le fait que les commerces peuvent réouvrir leurs portes. Une bonne nouvelle pour ces commerçants, c'est aussi une bonne nouvelle pour nous tous qui sommes les clients. Décembre est traditionnellement un mois fort chargé dans nos rues commerçantes et il faut qu'en cette période, nous évitions les situations à risque. Il s'agit ici d'une responsabilité collective. Chacun peut et doit assumer son rôle. Les commerçants et les autorités locales travaillent en ce moment d'arrache-pied pour garantir le bon déroulement de nos achats. À partir de demain, il appartiendra aussi à nous tous, en tant que clients, de faire également notre part. À quoi devons-nous prêter attention lorsqu'on veut aller effectuer des achats ? D'abord, pour limiter les trop grandes concentrations de personnes, on va faire ces achats seuls. Il existe une exception, bien sûr, si nous avons la garde de jeunes enfants, et les personnes qui ont besoin d'une assistance peuvent également se faire accompagner d'un aidant. Pour permettre à chacun d'avoir un accès au commerce et éviter les engorgements à leur abord, il est demandé aussi de limiter son temps d'achat au maximum. Chaque client peut ainsi être présent dans le magasin pendant 30 minutes. Ce délai n'entre pas en application si le commerce opère avec un système de rendez-vous. Parce que dans ces endroits clos, parce que ces endroits brassent du monde, l'hygiène des mains et le port du masque restent incontournables. On le constate lorsqu'on se rend dans nos supermarchés. Par exemple, cette désinfection des mains, ce petit geste simple mais primordial, eh bien, parfois on a tendance à passer à côté. Resystématisons-le. Lorsque vous arrivez dans un commerce, utilisez le gel hydroalcoolique mis à votre disposition et s'il n'y en a plus, n'hésitez pas à en informer le commerçant. Enfin, assurons-nous que nous pouvons toujours garder nos distances de sécurité à l'intérieur et aux abords du magasin. Si vous voyez qu'un commerce est trop occupé, qu'une longue file se forme, revenez si vous le pouvez à un moment plus calme. N'attendons pas non plus le dernier samedi avant le 24 pour effectuer nos achats. Plus nous étalerons nos achats, mieux ce sera. Rappelons-nous aussi que la plupart des commerces proposent encore d'effectuer nos achats en ligne, donc n'hésitons pas à passer par cette option. Les autorités locales et les commerçants vont prendre les mesures nécessaires pour éviter les attroupements, par exemple en balisant les distances à respecter si une file se crée devant un commerce ou en donnant des sens de circulation sur les piétonniers. Veuillez respecter ces mesures, elles sont là pour la sécurité de tous. En cette période de l'année, des rassemblements, il n'y en a pas qu'autour des commerces. Habituellement, nous nous retrouvons dans les marchés de Noël. Ils ne s'organisent pas cette année. Et on recherche cette magie, cette ambiance ailleurs, notamment en nous baladant dans les centres-villes illuminés pour l'occasion. On a pu le constater ce week-end. Et c'est vrai que ça peut sembler une belle destination de promenade. Mais nous ne pouvons pas toujours nous permettre, et nous ne pouvons toujours pas nous permettre d'ailleurs de nous réunir en trop grand nombre. Si vous souhaitez vous y rendre, choisissez un moment plus calme, comme en semaine par exemple. Si vous voyez que vous n'êtes pas le seul, eh bien, modifiez votre parcours pour éviter de trop grands engorgements aux mêmes endroits. Les rassemblements trop importants comme il a pu se produire ce week-end, mais aussi et plus encore les lockdown parties ou ces soirées privées, comme il y en a eu malheureusement également, peuvent ruiner nos efforts communs. Nous appelons donc chacun à la responsabilité. Il n'est pas encore temps de relâcher notre garde. Si nous voulons pouvoir poursuivre dans la voie tracée ces dernières semaines, soulager nos services de soins de santé et aller vers de nouveaux assouplissements, évitons au maximum d'offrir ces opportunités au Covid-19. Merci à tous. Nous allons passer maintenant aux différentes questions reçues de la presse. Quand verrons-nous l'effet de la nouvelle stratégie de testing sur les chiffres ? Alors actuellement, il y a un nombre de tests aux environs des 28 000 qui sont pratiqués tous les jours et il n'y a pas encore d'augmentation significative du nombre de tests. N'oublions pas que dans les recommandations telles qu'elles sont actuellement d'application, on demande aux personnes de faire un test au 7e jour, donc plus tard que ce qu'on faisait avant, et que cette application est toute récente. Ce n'est donc que dans le courant de cette semaine-ci qu'on pourrait commencer à voir augmenter le nombre de tests par application justement au contact à haut risque de ce dépistage des asymptomatiques. Il est encore trop tôt pour avoir ce type d'information.
Wanneer zullen we het effect van de nieuwe teststrategie op de cijfers zien? Maar het is zo dat we op dit ogenblik daarvan nog relatief weinig impact zien op de cijfers. Het aantal testen dat de voorbije week is uitgevoerd is nog relatief beperkt gebleven. Gemiddeld 28.800 testen per dag. Dat is dus nog niet spectaculair gestegen. Dat is ergens ook te verwachten, omdat volgens de nieuwe teststrategie mensen die een hoog risicocontact hebben gehad, kunnen getest worden, maar pas op dag 7 na het laatste contact. Dat wil zeggen dat mensen die verleden week op maandag in quarantaine zijn gegaan, pas vandaag worden getest. En dus we verwachten deze week wel meer en meer testen te gaan registreren bij hoogrisicocontacten zonder symptomen. Op dit ogenblik is er een lichte toename, maar nog niet heel groot. En zeker onvoldoende om een impact te hebben op de cijfers. Het aantal besmettingen daalt nog met min 37% op dit ogenblik. Komende week verwachten we wel dat dit gaat verder evolueren. Het is nu 2 weken geleden dat de scholen weer open gingen. Is er nog steeds geen invloed op de besmettingscijfers binnen de scholen of onder de leerkrachten te zien? Wel, momenteel, we beschikken over cijfers van de CLB's en in Wallonië van PMS. Die tonen dat, de meest recente cijfers tonen dat het aantal besmettingen bij leerlingen, maar ook bij leerkrachten relatief laag is. Dus die verlengde herfstvakantie die heeft heel goed haar werk gedaan. Die heeft een reset teweeggebracht op de scholen. De druk is daar sterk verminderd. We wachten nu op de nieuwe gegevens. In Vlaanderen worden die om de 2 weken gepubliceerd. De laatste gegevens die we hadden sloegen op de eerste week van de heropening van de scholen, dus die eerste week na de verlengde herfstvakantie. Dat is nog vroeg. De nieuwe cijfers gaan al wat meer informatie geven. We zien dat als we kijken algemeen naar het aantal besmettingen bij kinderen en bij tieners, dat nog steeds licht afneemt, maar weliswaar minder uitgesproken dan bij de andere leeftijdscategorieën. In absolute aantallen gaat het wel nog altijd om een relatief klein aantal besmettingen. Het neemt minder snel af, maar als je kijkt naar het totaal aantal besmettingen is dat wel veel minder dan bijvoorbeeld die categorie tussen 20 en 60-jarigen. Een aandachtspunt, wat hebben we eerder ook vermeld vandaag, is dat percentage positieve testen. Daar zien we nu wel dat bij kinderen en tieners het percentage positieve testen lichtjes gestegen is. En dat staat wat in contrast tot de andere leeftijdscategorieën waar we nog altijd een afname zien. Het is nog iets te vroeg om daar veel gewicht aan te geven. We moeten dat opvolgen in de komende dagen om te zien of dat al dan niet een blijvende trend is. Maar het zou kunnen dat dat misschien een klein effect is van het heropenen van de scholen, maar nog iets te vroeg om daar een duidelijke uitspraak over te doen. Cela fait aujourd'hui 2 semaines que les écoles ont réouvert. La non-incidence de cette réouverture sur les chiffres de contamination au sein des écoles ou parmi les professeurs se poursuit-elle? Alors si on se base sur les chiffres des CLB en Flandre ou des PMS en Wallonie, on peut dire qu'actuellement le nombre de positifs tant chez les enfants que chez les enseignants est faible. Et en tout cas nettement plus faible que ce qu'on avait avant les vacances. Clairement, il y a eu un effet de reset qui a permis d'atténuer ce nombre et la contamination de manière significative. Les chiffres actuels dont nous disposons sont les chiffres de la première semaine après la reprise, et donc il est encore un peu tôt pour se prononcer, même s'il y a 15 jours, effectivement, que les écoles ont recommencé. Il faudra idéalement à nouveau attendre 1 semaine ou 2 pour avoir des chiffres qui seront plus conformes à ce qui pourrait nous donner une indication sur une reprise ou non de la contamination dans ce groupe particulier. Les nombres de cas positifs actuels dans les enfants entre 0 et 10 ou 10 ou 20 restent bas par rapport à d'autres tranches d'âge et entre autres les gens qui ont plus de 20 ans. Donc très clairement, nous n'avons pas actuellement de chiffres significatifs dans ce type de population. Cependant, comme on l'a signalé aujourd'hui encore, on a une augmentation légère
légère, mais qui existe, du nombre de prélèvements positifs, donc la fréquence de la positivité, sa signification précise. Est-ce que c'est une augmentation de la transmission au sein de ce groupe qui s'est retrouvé après les vacances ou pas, doit être suivi. Et à nouveau, ce sont les jours qui viennent qui nous donneront plus d'indications. Peut-on envisager, en tant qu'alternative au lockdown complet, un système permanent où des groupes de personnes resteraient chez eux par période de manière alternée, par exemple sur base du numéro de maison ou de la date de naissance? Un tel système permettrait-il de peu à peu contrôler l'épidémie? Alors certains pays ont essayé d'autres choses, que ce soit dans la première vague ou dans la deuxième vague. Par exemple, en Turquie, par exemple, on a essayé de différencier les choses en fonction de l'âge des gens. Certains, parmi les jeunes ou les vieux, sortent le matin ou le soir pour ne pas se croiser dans les magasins, par exemple, ou dans les espaces extérieurs. Dans d'autres pays, comme en Colombie, on a différencié en fonction du sexe. Les femmes sortent un jour et les hommes sortent un autre jour. Dans certains autres pays, on a différencié en fonction des quartiers. Ce sont toutes des possibilités, mais qui ont chacune leur biais. Et entre autres, un des biais, c'est qu'évidemment, les gens en question vont se retrouver le soir, s'ils sortent à des moments différents ou à des jours différents, ils vont se retrouver à la maison où le risque de contamination au sein du foyer existe toujours. D'autre part, déterminer ceci en fonction de la date de naissance et autres demande des contrôles, et ceci est peu pratique de facto dans une société comme la nôtre ici au niveau occidental. C'est probablement intéressant sur le plan conceptuel, c'est surtout peu applicable dans la réalité. Is het een optie om als alternatief voor een volledige lockdown een permanent systeem op poten te zetten, waarbij groepen mensen afwisselend een bepaalde periode thuis blijven? Bijvoorbeeld op basis van huisnummer of geboortedatum. Zou zo'n systeem kunnen toelaten om de epidemie beetje bij beetje onder controle te brengen? Wel, een dergelijk systeem is conceptueel niet onlogisch als een middel om de drukte buitenshuis te vermijden. Je vraagt aan bepaalde groepen van de samenleving om binnen te blijven, anderen kunnen naar buiten. In het voorbeeld dat hier aangehaald wordt, zou dat op basis van geboortejaar of huisnummer zijn. Maar we denken dat zoiets zeer moeilijk te controleren is in de praktijk. En dit soort segregatie van de maatschappij, het gaan opdelen in groepen, zou ook heel wat problemen geven, praktisch, bijvoorbeeld voor de werking van bedrijven, scholen enzovoort. Er zijn een aantal landen die hiermee geëxperimenteerd hebben of die het zelfs toepassen. We weten dat bijvoorbeeld in Colombia men tijdens die eerste lockdown op een gegeven moment gezegd heeft dat 1 dag de mannen buiten mochten, een andere dag de vrouwen naar buiten mochten. Dat kan de drukte buitenshuis verminderen, maar het probleem is dat je nog altijd interacties krijgt tussen beide groepen, bijvoorbeeld 's avonds, thuis, 's nachts, waarbij mannen en vrouwen elkaar opnieuw gaan besmetten. Dus het werkt niet om de viruscirculatie te gaan onderbreken tussen die groepen. Momenteel heeft Turkije een systeem geïnstalleerd waarbij ze gezegd hebben dat de ouderen, mensen van boven de 65, enkel maar buiten mogen tussen 10 uur 's morgens en 1 uur in de namiddag. Jongere generatie, min 20-jarigen, mogen naar buiten tussen 1 uur en 4 uur in de namiddag. Maar opnieuw, als die mensen dan in het gezin, in de familie toch samenkomen 's avonds, dan kan het virus weer ongebreideld spreiden. En we weten ook dat het virus juist het best verspreidt in die familiale context. Dus dat lost het probleem ook niet echt op. We denken dat het heel veel praktische problemen zou geven naar bedrijven en scholen toe. Conceptueel interessant, maar in de praktijk niet zo goed uitvoerbaar volgens ons. Oké, dat waren de vragen voor vandaag. Dan wens ik jullie een prettige werkweek toe. En dan zien we elkaar woensdag terug voor de volgende persconferentie. Donc, la prochaine conférence de presse aura lieu le mercredi à 11h. Merci.